Bonjour, je suis Lisa Cunier de l'association France Nature Environnement 04. Notre association, nous sommes la fédération des associations de protection de l'environnement dans le département des Alpes de Haute-Provence et nous participons au contrat de rivière Bléone depuis son début. Depuis 2016, notre association propose des journées techniques d'accompagnement et d'échange pour les élus et les techniciens des communes du bassin versant de la Bléone sur la prise en compte de l'eau et des milieux aquatiques dans les documents d'urbanisme. Donc, nos journées techniques s'inscrivent dans le contrat de rivière Bléone et ses affluents, dans le volet C1, qui est mettre en valeur les milieux et les paysages et développer les outils de sensibilisation du grand public. Et dans le cadre de ce volet-là, de 2016 à 2019, nous avons organisé 9 journées techniques. Nous avons eu la participation des élus et techniciens de 19 communes du bassin versant de la Bléone. Nous avons essayé de changer le lieu de nos journées techniques pour que ce soit pratique pour tous les élus et les techniciens d'y participer. Et niveau thématique, pendant ces 9 journées techniques, nous avons abordé plusieurs thématiques qui ont le lien avec les documents d'urbanisme. Forcément, prévention des inondations, risque inondation, préservation de la biodiversité, trame verte et bleue, les zones humides, agriculture, eau potable et assainissement. Donc, aujourd'hui, c'est la deuxième phase du contrat de rivière Bléone qui commence, qui reprend. Et nous allons également organiser 6 journées techniques pendant les 3 prochaines années, dont les 2 premières sont aujourd'hui. C'est ce matin en visioconférence sur la prise en compte de l'eau et des milieux aquatiques dans les documents d'urbanisme. Et cet après-midi, la visite du chantier du pont des chemins de fer de Provence pour voir plus en détail pourquoi le SMAP travaille sur l'arasement du seuil et les travaux sur les digues sur la Bléone. Voilà, c'était une présentation assez rapide du contexte dans lequel nous travaillons. Et aujourd'hui, pour nous, c'est le réseau aménagement durable de France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur qui va intervenir sur la partie documents d'urbanisme et qui va nous donner plus de détails, plus d'informations là-dessus pour déjà poser le cadre et ensuite on pourra avancer en partant de là. Donc, je vous présente Mathilde Gouffon du réseau aménagement durable. Et du coup, Mathilde, je te laisse en 2 mots présenter les formations eau et urbanisme de France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis Mathilde Gouffon, chargée de mission aménagement durable du territoire chez France Nature Environnement PACA. Et dans ce cadre, on organise des formations en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire sur l'ensemble de la région, à destination de plusieurs publics, que ce soit des élus, des techniciens ou des bénévoles associatifs membres de notre réseau. Et on travaille sur plusieurs thématiques, donc eau et milieux aquatiques par exemple, mais on travaille également sur les espaces boisés, sur la santé, et on a aussi une formation qui est vraiment à destination des personnes novices en matière de droit de l'urbanisme et qui prend vraiment le cadre réglementaire en matière d'urbanisme. Voilà. Donc là, on a essayé de faire quelque chose d'assez synthétique, mais on verra ce que ça donne avec ce format-là. Donc là, je vais vous présenter aussi. Donc, je suis avec Pierre Gégaud, qui est en service civique avec nous au sein de la mission aménagement du territoire, et Jean-Marie Blaise, qui est un bénévole essentiel du réseau aménagement du territoire et qui travaille sur ce sujet et qui nous aide à animer ces formations. Je vais laisser Jean-Marie présenter un petit peu
juste le contexte sur les enjeux eau et sur les documents d'urbanisme avant de rentrer vraiment dans le dur du sujet. Oui, bonjour à tous, à toutes. Moi, je suis très heureux qu'il y ait beaucoup de nouveaux élus parce que c'est la possibilité de nouer des relations peut-être d'un type nouveau. On va démarrer par la question de la gouvernance. Toute planification et toute action, que ce soit dans le domaine de l'eau, que ce soit dans le domaine de l'urbanisme, et je dirais encore plus lorsqu'il s'agit de mettre la question de l'eau dans les documents d'urbanisme, est une question centrale. Dans notre pays, la gestion de l'eau est en comment dire, une gouvernance très spécifique et très partagée entre les différents partenaires, et je dirais depuis extrêmement longtemps. L'eau est un bien commun et il doit être géré en effet en commun, si on peut dire ça. Voilà. Les questions de planification portent toujours sur des notions de projet. S'il n'y a pas de projet, on ne peut pas véritablement parler des projets partagés sur le territoire. On ne peut véritablement pas parler de planification. Donc, Lisa nous avait demandé de faire un petit point sur les évolutions législatives en lien avec les documents d'urbanisme. Vous aurez le support PowerPoint à la fin et on pourra vous envoyer d'autres ressources également. Et par rapport à vos questions, on les notera et on fera un petit compte-rendu. On pourra sans doute pas répondre à toutes vos questions ce matin, mais on essaiera d'y répondre après coup. Donc, n'hésitez pas à les noter pour nous les transmettre ensuite. Donc, en gros, on a une prise en compte progressive de l'environnement dans les documents d'urbanisme à partir des années 2000 avec la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, on dit loi SRU. Je vais vous mettre ensuite. Donc, c'est elle qui crée les schémas, les SCOT, schémas de cohérence territoriale, et les PLU, plans locaux d'urbanisme, et qui vont les mettre dans une dynamique nouvelle de prise en compte globale d'un projet d'aménagement du territoire, donc avec le document, le PADD, et en essayant d'avoir une vision transversale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Donc en mettant des nouveaux principes au sein des documents d'urbanisme, et notamment la préservation des espaces naturels et agricoles, le principe d'utilisation économe des ressources, voilà, et un équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces naturels et agricoles. En 2010, on a la loi Grenelle 2 qui va mettre en œuvre au niveau urbanisme les principes posés par la loi Grenelle 1. Et là, on va avoir un renforcement de tout ce qui concerne la biodiversité, les enjeux eau également, avec les liens entre documents d'urbanisme et schémas régionaux de cohérence écologique, avec la notion de trame verte et bleue qui va entrer dans les documents d'urbanisme. Et donc, c'est là qu'on va commencer à se poser la question des liens et de l'articulation entre les documents de planification en matière d'eau et les documents d'urbanisme. La loi ALUR de 2014, elle est importante en matière environnementale parce qu'elle pose le principe de lutte contre l'étalement urbain et donc un objectif de densification en priorité sur de l'extension et de l'urbanisation nouvelle. Elle pose aussi le principe du rôle intégrateur du SCOT. Donc, on va vous mettre un schéma ensuite, vous allez mieux comprendre. C'est-à-dire que le SCOT a un rôle de pivot au sein de la hiérarchie des normes en matière d'urbanisme. Et on dit qu'il va faire écran, ça veut dire que le SCOT doit être
conforme ou compatible avec l'ensemble des documents supérieurs, notamment certains documents en matière d'aménagement et de gestion des eaux. Et ensuite, les documents, donc le plan local d'urbanisme, devra être compatible au SCOT. Donc le SCOT fait écran, c'est-à-dire qu'il a vraiment un rôle très important, car ce qui n'est pas pris en compte dans le SCOT, finalement, ne pourra pas s'appliquer au PLU. La loi NOTRe de 2015, elle crée un nouveau schéma, donc un schéma transversal, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, donc le SRADET, qui est entré en vigueur récemment pour la région PACA. C'est un des premiers en France qui a été adopté. L'objectif de ce schéma, c'était d'avoir une vision plus cohérente et plus globale de l'ensemble des sujets en lien avec l'environnement et l'aménagement du territoire pour la région PACA. Donc, c'est-à-dire qu'il a absorbé d'anciens schémas, notamment le schéma régional de cohérence écologique, des documents en matière de transport également, en matière de déchets. Il a absorbé le plan régional de prévention et gestion des déchets, pour qu'il y ait des liens, puisque de toute façon l'environnement c'est un sujet transversal, pour qu'il y ait des liens entre tous ces sujets et une application en principe plus cohérente et plus globale sur l'ensemble du territoire. Et ensuite, on a le décret de 2015 un peu plus technique qui concerne le PLU un peu plus spécifiquement. On a fait une petite slide un peu plus détaillée concernant la loi Elan, donc qui vise à simplifier notamment la hiérarchie des normes en matière d'urbanisme. On vous montrera ensuite la hiérarchie entre ces documents et les liens qui existent entre eux, compatibilité prise en compte. Une volonté également d'accélérer le traitement des demandes d'autorisation d'occupation des sols, avec notamment la dématérialisation du traitement de ces demandes pour certaines communes à partir d'un certain seuil de nombre d'habitants. Au niveau de la loi littorale, ça ne s'applique pas trop dans votre département, mais notamment ils ont précisé certaines notions qui étaient un peu floues jusqu'ici, avec le principe d'extension en continuité de l'urbanisation existante. Voilà, donc on peut étendre l'urbanisation sur des secteurs identifiés par le SCOT et délimités par le PLU. Donc si le PLU ne délimite pas, si le SCOT n'identifie pas ces secteurs, le PLU ne pourra pas ouvrir à l'urbanisation des secteurs littoraux qui ne sont pas identifiés par le SCOT. Voilà. On va s'intéresser principalement à 3 documents d'urbanisme. Donc, on a 3 types de documents principaux. On a le SCOT, donc schéma de cohérence territoriale, qui joue vraiment un rôle pivot, notamment pour intégrer les enjeux eau dans la planification territoriale et l'aménagement du territoire. C'est un document stratégique qui est élaboré à l'échelle intercommunale, donc une échelle déterminée, et qui doit véritablement mettre en œuvre un projet de territoire. Et il va permettre de coordonner l'ensemble des politiques, en fait, ensuite en lien avec l'aménagement du territoire. Il doit notamment prévoir les secteurs qui pourront être densifiés, les secteurs où il peut identifier des secteurs où il faut préserver certains espaces naturels, agricoles, prévoir une dynamique en matière de transport. Voilà, c'est vraiment un document transversal et qui doit intégrer l'ensemble des thématiques sectorielles, notamment les enjeux eau. Le PLU ensuite, ou PLU, donc plan local d'urbanisme ou plan local d'urbanisme intercommunal, c'est le document plus opérationnel qui est élaboré à l'échelle communale ou intercommunale et qui va fixer des règles en matière d'occupation des sols. Donc cette fois, ça va être beaucoup plus précis que le SCOT puisque ça va être à l'échelle de la parcelle. Et là, ça va vraiment être le fondement de la délivrance des autorisations d'urbanisme et d'occupation des sols
Donc, ça va être les possibilités de construire ou non, les secteurs qui doivent être préservés, les espaces boisés classés, y compris les espaces autour des zones d'expansion des crues, par exemple, tout ce qui va être préservation des berges sur une rivière ou un cours d'eau, mobilité douce également, voilà, tout ça va être fixé au niveau du PLU ou PLUI. La carte communale, c'est un document qui est un peu simplifié et qui, globalement, sert à définir des zones constructibles et des zones inconstructibles. Donc, c'est une approche un peu plus binaire que le plan local d'urbanisme qui permet un peu plus de flexibilité avec des zonages différents et des nuances. La carte communale, sauf dérogations qui sont prévues dans le code de l'urbanisme, voilà, ça va vraiment être un document simplifié. Et donc, ces documents sont élaborés en s'inscrivant dans une hiérarchie globale des documents d'urbanisme et documents en matière d'eau. Et on a 3 degrés d'opposabilité entre les documents de planification. Donc ça, c'est très important puisque ça va déterminer au niveau juridique l'opposabilité de chaque document les uns avec les autres. Donc, par exemple, un permis de construire doit être conforme avec le règlement d'un plan local d'urbanisme. Ça veut dire qu'il ne peut pas s'en écarter, il doit retranscrire telles quelles les dispositions du plan local d'urbanisme. C'est-à-dire que si le PLU identifie un secteur N et que le secteur N est inconstructible, il ne pourra pas y avoir de construction sur la parcelle identifiée. Le rapport de compatibilité, c'est le rapport le plus fréquent en droit de l'urbanisme et globalement en droit de l'environnement, y compris en matière d'eau. Là, c'est un lien un peu moins strict. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de contrariété entre la norme inférieure et la norme supérieure. C'est notamment le lien qui existe entre le PLU et les orientations du SCOT. On va voir ensuite que dans chaque document, il y a plusieurs documents qui n'ont pas la même portée juridique. Et donc, ça permet un peu plus de souplesse et une certaine marge de manœuvre pour l'application de la norme supérieure sur le territoire. Et enfin, il y a le rapport de prise en compte, qui est le lien le moins contraignant et qui implique que le document de rang inférieur ne doit pas être manifestement contraire au document supérieur. Donc, c'est par exemple ce qui va lier le SCOT et le rapport d'objectif du SRADET. Donc, on va avoir un schéma ensuite pour vous montrer un peu plus en détail comment tout ça s'articule. Donc, on va voir maintenant comment est composé un document d'urbanisme. En général, ils le sont à peu près sur une même trame. Ouais, donc, on a d'abord un rapport de présentation, on reviendra dessus. Hein. Ensuite, le projet du territoire, et ensuite un certain nombre de traductions réglementaires prescriptives, soit au niveau textuel, soit au niveau graphique. Alors, juste un petit mot pour dire que ces documents sont des documents épais. Ils font déjà plusieurs centaines de pages. Ils sont souvent très difficilement accessibles aux citoyens et parfois même aux élus. Et donc, on a intérêt à demander aux services et aux bureaux d'études qui travaillent pour nous d'être extrêmement clairs dans la manière dont ils rédigent et dont ils présentent les choses. Pour beaucoup, on est un peu dans du verbiage et de redondance. Alors, ce rapport de présentation, bon, on va le voir, vas-y, mets-le maintenant. On va vous mettre un peu plus en détail. Voilà. Donc, le rapport de présentation, il est composé d'un certain nombre d'autres documents. Donc, tout d'abord, d'un document très important qui s'appelle l'état initial de l'environnement,
qui est en fait l'ensemble des inventaires qui peuvent être faits sur le territoire en matière environnementale concernant tous les domaines de l'environnement. Cet inventaire, cet état initial, c'est par rapport à ça que le projet va pouvoir se situer, et on espère toujours dans le sens évidemment de l'amélioration et non pas de la dégradation. Et ce qui va permettre d'évaluer ça, c'est l'évaluation environnementale. Un petit mot sur l'évaluation environnementale, c'est un outil qui est, je dirais, qui doit être permanent. C'est-à-dire, c'est une idée, on doit toujours évaluer à chaque fois qu'on prend une décision, quel peut être l'impact que cela aura sur l'environnement. Et par rapport à ça, on peut soit éviter, c'est ce qu'on propose la plupart du temps, on souhaite que quand il y a vraiment un impact important, il faut éviter de faire la bêtise, soit réduire, on réduit les impacts, ou soit, dans le dernier cas, compenser. La France Nature Environnement, nous sommes très méfiants sur la compensation. Alors, un petit mot sur le diagnostic. Souvent, on confond la synthèse des inventaires, la synthèse de l'état des lieux avec le diagnostic. Le diagnostic, c'est, comme vous avez chez le TULIB, vous avez des tas d'analyses qui sont faites, mais le médecin, lui, va vous dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Ben, en matière d'urbanisme, c'est pareil. Le diagnostic, il ne doit pas répéter les inventaires ou l'état des lieux. Le diagnostic, il doit apporter une vision stratégique de l'état actuel du territoire. Et si possible, au niveau global, au niveau un peu systémique. Alors, la justification de ah oui, alors, bon, ben c'est juste, oui. Évidemment, quand on fait l'évaluation environnementale, et à partir du moment où on ne peut pas, comme je disais tout à l'heure, si on ne peut pas éviter qu'il faille réduire ou compenser, eh bien ça, il va falloir le justifier. C'est-à-dire, par exemple, on va urbaniser une plaine agricole. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il va falloir justifier ce choix-là, à la fois par les aspects démographiques, à la fois par les aspects d'impossibilité de construire ailleurs, notamment par un bilan des dents creuses existantes, etc. etc. Donc tout choix doit être justifié, véritablement justifié. Alors le PADD, pour vous les élus, je pense que c'est, après on est dans du technique, hein, mais là le PADD c'est le projet du territoire. C'est-à-dire que c'est là où vous, en tant qu'élu, vous devez dire exactement quelle vision vous avez de l'avenir de votre territoire et de la manière dont vous envisagez son développement. Alors, on vous dira, il y a des tas de PADD qui ne sont que des lieux communs, quoi, hein. Par exemple, du genre, bah, on va conserver la nature. C'est pas un projet, ça, de conserver la nature. Ou on va faire de l'urbanisme durable. C'est pas un projet, ça, de faire de l'urbanisme durable. Ce sont des bonnes intentions, au mieux des bonnes intentions. Voilà. Donc, le projet, c'est vraiment quelque chose de très fort, c'est-à-dire avec des lignes très stratégiques, si vous voulez, pour le territoire. Oui, et pour compléter, juste, rien n'empêche dans un PADD, donc projet d'aménagement et de développement durable, d'avoir des objectifs chiffrés, d'avoir pour justement que ce ne soit pas seulement des bonnes intentions et qu'ensuite, en fait, il n'y ait aucune contrainte pour les PLU ou PLUI pour les mettre en œuvre. Et donc, ça permet de cadrer et d'être vraiment ambitieux. Et concernant la justification des choix, c'est aussi une justification des choix par rapport au projet de territoire, c'est-à-dire par rapport à des objectifs de densification, d'extension de l'urbanisation, de préservation de terres agricoles, etc. Ça va être de dire on a plusieurs scénarios en lien avec les chiffres de croissance démographique, avec les chiffres d'emploi, etc. Et ça va être de dire, au vu des inventaires et du diagnostic,
pourquoi on fait ce choix-là de développement du territoire? Est-ce que c'est vraiment indispensable d'ouvrir à l'urbanisation ces secteurs alors qu'on a des logements vides par ailleurs? Voilà, donc ça va être vraiment de justifier tous les scénarios qui auraient émergé à l'issue de l'état initial de l'environnement. Donc ça, c'est les documents qui sont communs à la fois au niveau du SCOT et au niveau du plan local d'urbanisme ou PLUI. Ensuite, il y a les documents véritablement prescriptifs qui vont être différents pour les SCOT et pour les PLU. Pour le SCOT, on a 3 documents prescriptifs. Donc, je passe très vite sur le volet maritime parce que vous n'allez pas être concernés, mais donc il peut y avoir un volet littoral dans le SCOT qui sera prescriptif. Et sinon, le plus important, c'est le document d'orientation et d'objectifs. Ça va être en fait le document opérationnel qui permet d'atteindre les objectifs qui auraient été déterminés dans le projet d'aménagement et de développement durable. Donc là, c'est pareil, il faut vraiment être... rien ne vous empêche dans votre participation à l'élaboration de ces documents d'être ambitieux, de vraiment poser des règles pour qu'elles s'appliquent ensuite aux PLU qui seront en dessous. Et le SCOT comprend également un document d'aménagement artisanal et commercial, pareil, qui est prescriptif également et qui a plus une vocation économique. Au niveau du plan local d'urbanisme, le document essentiel, c'est le règlement et le zonage, donc qui est à la fois écrit et cartographié. Les 2 documents sont prescriptifs. S'il y a une différence entre les 2 documents, donc s'il y a une erreur, ce sera la cartographie qui prime, donc c'est vraiment essentiel. Les OAP, ce sont des orientations d'aménagement et de programmation. Elles sont également prescriptives. Donc ça, c'est à l'échelle d'un territoire et donc d'un PLU. Il est possible d'identifier des OAP, donc orientation d'aménagement et de programmation, qui vont être soit globales. Par exemple, on peut avoir une OAP tram bleue à l'échelle d'une commune ou à l'échelle d'une communauté de communes. Et ça veut dire que tous les éléments identifiés de la trame bleue vont faire l'objet d'un traitement particulier qui est écrit et clair dans le règlement et ce sera donc prescriptif. Ça veut dire si on peut dire sur l'OAP trame bleue prévoit aucune imperméabilisation des éléments de la trame bleue, par exemple. Donc ça veut dire toutes les berges, toutes les zones d'expansion des crues ne pourront pas être imperméabilisées. Et vous avez dans les annexes des documents qui sont également très importants, mais on ne les a pas tous mis. On pourra vous en donner quelques exemples. Il y a les plans de prévention des risques, notamment, qui vont être en annexe, les plans d'assainissement, les schémas d'écoulement des eaux pluviales. Voilà, vous avez toutes ces annexes qui sont prescriptives également. Parfois, ce sont des documents imposés en fait, au niveau de l'État. Et après, non prescriptif, vous avez le plan de déplacement urbain et plan local de l'habitat. Ça, c'est un peu moins spécifique à l'environnement. C'est, comme leur nom l'indique, tout ce qui est lié au logement et au transport. Voilà. C'est bon? On reviendra dans la discussion tout à l'heure, on reviendra sur tout ça par rapport aux interrogations que vous pouvez avoir. Alors, on vous a fait ce grand schéma que je vais laisser Jean-Marie présenter. Voilà. Donc, tout d'abord, surtout, n'ayez pas peur. Voilà. Donc, ce schéma-là, finalement, conservez-le bien après. Comme ça, vous avez ça sur une petite carte, vous ne serez plus perdu. Montre les relations qu'il y a entre, à la fois, alors, au centre des différentes
les différentes échelles géographiques. Donc, vous voyez que ça part tout en haut de l'Europe, ensuite la région, ensuite le territoire, ensuite l'intercommunalité et jusqu'à la parcelle. D'accord? Donc ça, ce sont les échelons comment dire, géographiques. Ensuite, à gauche, on a mis donc, tout ce qui concerne l'eau est en bleu, là. À gauche, vous aurez toutes les questions de gestion de l'eau et d'articulation des documents d'urbanisme par rapport à la gestion de l'eau. Et à droite, vous avez toutes les questions de gestion des risques liés à l'eau et surtout aux inondations. Voilà. Donc, et vous avez en bas, enfin, entre chacune de ces petits pavés, vous avez les relations de conformité, de compatibilité ou de prise en compte dont vient de vous parler, Mathilde. Par exemple, alors, ouais, que la plupart quand même sont des rapports de compatibilité. Hein, voilà. Sauf en bas, on a en effet la conformité au niveau du PLU et de l'autorisation du permis de construire. Alors, bon, donc, on parle de ça tout en haut. Là, ah oui, oui. Donc, vous voyez qu'au centre de tout ça, il y a le SCOT, c'est-à-dire le projet de territoire. Et que le SCOT, il doit être véritablement intégrateur de l'ensemble des questions. Donc là, vous n'avez l'intégration que des questions de l'eau. Donc, on pourrait mettre l'intégration des questions de biodiversité, l'intégration des questions de paysage, de climat, de pollution de l'air, etc., etc. Donc là, le schéma, il se complexifierait un petit peu. Mais retenez que le SCOT est véritablement le pivot des documents de planification locale. Alors, évidemment, PLU, alors PLU et PLUI. Hein. Là, si on dit, nous, on souhaiterait que la dimension intercommunale soit toujours mieux développée par rapport à une gestion. Alors, je sais que ça ne fait pas forcément plaisir au maire de dire ça, mais trop souvent, on se recroqueville sur son petit territoire sans voir les liaisons et l'avantage qu'il y a à coopérer avec les autres. Et en matière d'urbanisme, c'est fondamental, quoi, parce que les règles, si vous voulez, ne s'arrêtent pas à la limite de la commune ou à la limite de la communauté. Oui, c'est d'autant plus vrai en matière d'eau, puisque on a vraiment forcément le cours d'eau, la rivière ne va pas s'arrêter aux limites administratives d'une commune. Donc, c'est tout l'intérêt des documents de planification en matière d'eau, et donc tout l'intérêt aussi de les intégrer dans les documents d'urbanisme, et ensuite d'avoir des liens entre les différents documents d'urbanisme entre eux. Et donc, vous pouvez le voir sur le schéma, toutes les flèches convergent vers le SCOT, c'est-à-dire que c'est le SCOT qui doit être le garant de l'intégration à la fois des principes et orientations qui seront posés dans les SDAG. On va y revenir sur les documents en lien avec l'eau, mais donc, en gros, que ce soit en matière de risque ou de préservation de la trame bleue, etc., c'est le SCOT qui va capter l'ensemble de ces objectifs et qui doit les retranscrire pour qu'ensuite le PLU, à l'échelle des parcelles, l'applique également. Donc, ça veut dire que c'est vraiment essentiel que les objectifs soient bien retranscrits dans le SCOT et de s'assurer de la compatibilité du SCOT avec tous les documents qui lui sont supérieurs. Donc, le SRADET, le PGRI, les SAGE, les SDAGE. Voilà, c'est vraiment essentiel. On va faire un petit focus donc, sur les documents de planification en matière d'eau. Donc, le plus important, c'est le SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui découle de la directive européenne et donc de la loi sur l'eau qui a transposé la directive européenne. Donc, c'est une organisation française. Dans d'autres États, ils l'ont traduit autrement.
et le SDAG est conçu à l'échelle d'un bassin hydrographique. Donc, nous, sur notre territoire, c'est le SDAG Rhône-Méditerranée. C'est l'un des plus grands en France, puisqu'il prend vraiment tout l'est, le sud-est de la France. Il est élaboré pour 6 ans. Donc là, on arrive à la fin du SDAG 2016-2021 et on commence celui de la révision de celui qui va prendre place ensuite, donc en 2022. Le SDAG va fixer plusieurs orientations fondamentales qui sont censées aboutir aux objectifs fixés par la directive. Ça veut dire qu'il y a des objectifs de non-dégradation des ressources en eau et on doit arriver à une amélioration à la fois des eaux superficielles et des eaux souterraines. Ça implique une amélioration de l'état chimique et de l'état écologique. Donc, on a à la fois l'enjeu pollution pour la consommation humaine, eau potable, etc. Tout ce qui est gestion quantitative également, mais il y a aussi l'aspect écologique, donc ça veut dire préservation des milieux aquatiques en tant que tels pour la biodiversité et pour les corridors écologiques. Donc, par exemple, au sein du SDAG Rhône-Méditerranée, on va avoir une orientation fondamentale de lutte contre les pollutions, changement climatique, préservation des zones humides, restauration, etc. Donc là, le SDAG Rhône-Méditerranée, il est organisé en 3 axes avec orientation, objectif, donc qualité et quantité, et ensuite disposition et aménagement nécessaires justement pour prévenir les pollutions, pour atteindre les objectifs de la directive cadre sur l'eau. Donc on le voit sur le schéma, le SDAG est au sommet de la hiérarchie des normes. Ça veut dire que les documents qui sont en dessous doivent être compatibles avec le document et notamment les SCOT. Donc ça veut dire qu'un SCOT, c'est essentiel dans l'élaboration d'un SCOT d'aller regarder le SDAG, d'aller regarder les orientations qu'il fixe et les objectifs, notamment en matière d'imperméabilisation des sols. Le SDAG Rhône-Méditerranée fixe des objectifs de désimperméabilisation et ça veut dire que le SCOT ne doit pas être contraire et doit même mettre en œuvre les orientations fixées par le SDAG. Donc c'est vraiment important là l'interconnexion entre l'urbanisme pur et la gestion et planification de l'eau. Les SAGE ensuite, donc schéma d'aménagement et de gestion des eaux, c'est vraiment à peu près la même chose que le SDAG, sauf que c'est à l'échelle d'un bassin versant. Donc c'est à une échelle plus locale, il va décliner les orientations du SDAG. Donc c'est une élaboration qui se fait de manière concertée avec une commission locale de l'eau, de même qu'il y a un comité de bassin pour le SDAG, avec tous les acteurs et usagers qui sont représentés. C'est vraiment, c'est un peu ce qu'on disait au début sur la gouvernance en matière d'eau, c'est essentiel d'avoir tous les acteurs du territoire qui sont représentés, toutes les compétences et toutes les expertises. Comme l'eau, c'est un sujet vraiment transversal, il faut absolument que sur le territoire, il y ait un dialogue sur ce sujet-là. Le SAGE, il est composé d'un PAGD, donc plan d'aménagement et de gestion durable, et d'un règlement. Donc le PAGD, c'est un petit peu comme le PADD pour le document d'urbanisme, ça fixe des objectifs, et le règlement, en revanche, vous le voyez sur le schéma, il s'impose dans un rapport de conformité. Donc ça veut dire que les installations qui ont un impact sur l'eau, donc on les appelle les IOTA, c'est installations, ouvrages et travaux qui ont un impact sur l'eau, doivent être conformes avec le règlement du SAGE. Donc là, c'est vraiment important. C'est exactement la même chose qu'une autorisation d'occupation du sol doit être conforme avec le zonage d'un plan local d'urbanisme. Donc là, c'est pareil, au niveau du développement du territoire ou d'un zonage, il faut absolument prendre en compte ce règlement pour prévoir tous les travaux et ouvrages qui auront lieu sur le territoire.
Le SAGE, c'est pareil, il a la même portée que le SDAGE. Il s'impose dans un rapport de compatibilité donc au SCOT et lui-même doit être compatible avec le SDAGE et avec le PGRI. On a des liens entre les documents. On a des liens entre les documents de planification et de gestion de l'eau à proprement parler et les documents plus spécifiques au risque inondation. Actuellement, là, sur le territoire de la Bléone, peut-être qu'on pourra en parler ensuite pendant le temps d'échange, il y a un projet de sage Durance qui est très grand. Le périmètre il est entre le Calavon, le sage du Calavon et le sage Verdon. Donc c'est vraiment un grand bassin versant et justement qui permettrait d'apporter plus de cohérence voilà, pour la planification en matière d'eau et pour la préservation de la ressource, parce que c'est tout l'intérêt de cette organisation au niveau de l'État français, c'est d'avoir cette cohérence par bassin hydrographique et par bassin versant. Et ensuite, on a fait un petit focus sur les contrats de milieu. Donc, pour ce qui nous concerne, c'est le contrat de rivière Bléone, mais on peut avoir des contrats de baie ou des contrats de nappe ou des contrats de lac. Un contrat de milieu, ça n'a pas de portée réglementaire, c'est ce qui va le distinguer du SAGE et du SDAGE. C'est un outil volontaire en fait et concerté. C'est un contrat en fait, comme son nom l'indique. Donc, ça veut dire que c'est toutes les parties qui vont signer le contrat se mettent d'accord sur des objectifs chiffrés, sur un programme d'action, sur des outils financiers également, c'est-à-dire que chaque objectif va être associé à un budget pour la mise en œuvre. Donc, c'est vraiment un outil opérationnel qui est essentiel pour mettre en œuvre finalement les objectifs identifiés dans les SAGE et dans les SDAGE. Pareil, on pourra peut-être en parler ensuite, mais il peut être signé entre des personnes publiques et des personnes privées, des partenaires financiers, etc. On a juste un petit mot là-dessus. C'est, je pense, une des choses les plus importantes. Dans le domaine de l'eau, il y a cette possibilité-là de contractualiser des objectifs sous forme opérationnelle, ce qui n'est pas toujours le cas en matière de planification pour d'autres objets. Souvent, on en reste au rôle du SCOT, par exemple, comme étant, ou du PLU, comme étant uniquement les autorisations de construire. Mais là, on voit qu'avec la contractualisation possible, agence de l'eau, etc., on a cette possibilité de rendre réel le projet de territoire et de le construire véritablement concrètement. On va passer aux enjeux risques, donc plutôt inondation, forcément dans le domaine de l'eau. On ne va pas trop aborder le changement climatique, on est plutôt axé gestion du risque inondation. Et je vais laisser Pierre vous présenter du coup, ces documents. Dites-nous si vous n'entendez pas. Lisa, tu nous fais un petit signe. Oui, bonjour à tous. Du coup, maintenant, on va passer sur le côté droit du schéma qui concerne donc le risque d'inondation. Cette thématique, elle est cadrée donc à l'échelle européenne par la directive inondation, la DI, et à l'échelle nationale par la SNGRI, donc la stratégie nationale de gestion du risque d'inondation. Ces deux textes en fait, sont retranscrits à l'échelle des grands bassins hydrographiques français par les plans de gestion des risques d'inondation, donc les PGRI. Ces plans de gestion donc, sont élaborés, donc, comme je disais, à l'échelle des bassins hydrographiques, comme les SDAGE finalement. Donc pour ce qui nous concerne, à l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée. Ils sont également élaborés selon la même durée, les mêmes cycles que les SDAGE, donc une durée de 6 ans qui se termine là en 2021 également. Donc ces plans de gestion du risque d'inondation, ils vont fixer des objectifs en matière de réduction de la vulnérabilité des territoires face aux inondations, en matière de surveillance et en matière aussi de sensibilisation des populations au risque d'inondation. Tous ces objectifs, du coup, en accord avec la directive inondation et la SNGRI.
Et en plus de ces objectifs, on va avoir aussi un certain nombre de mesures un peu plus concrètes et vraiment spécifiques au bassin hydrographique concerné. Donc, comme Mathilde l'a déjà dit, ce plan de gestion du risque d'inondation doit être compatible avec le SDAG et il s'oppose aussi à la majeure partie des décisions prises dans le domaine de l'eau, selon le rapport de compatibilité également. Et il s'oppose aussi au SCOT. Et donc, un autre document important dans le domaine des risques d'inondation, c'est les PPRI, pour le plan de prévention du risque d'inondation. Donc ça, c'est un document qui est beaucoup plus réglementaire que les PGRI et qui est élaboré à l'échelle communale ou pluricommunale. C'est un document du coup qui va établir un zonage sur la commune selon la vulnérabilité du territoire, selon la gravité potentielle des inondations. Et donc, il va pouvoir prescrire pour les zones les plus soumises au risque d'inondation des mesures d'inconstructibilité ou des mesures de prévention ou des mesures de protection. Et donc, ce PPRI, il vaut servitude d'utilité publique, c'est-à-dire qu'il s'impose voilà, aux autorisations d'occupation du sol. Et c'est pour cela aussi qu'il est annexé aux plans locaux d'urbanisme, pour rappeler du coup le zonage qu'il impose. Donc ça, c'est vraiment essentiel quand on élabore un PLU. Ça, pour le coup, un PLU qui arriverait au contentieux parce qu'il n'est pas conforme au plan de prévention des risques d'inondation, il tombe direct. Hein. C'est vraiment le PPRI, c'est réglementaire, c'est au niveau de l'État et il ne peut pas y avoir de contradiction entre un zonage de PLU et un plan de prévention des risques d'inondation. Donc, si un PPRI identifie comme zone inconstructible une zone, dans le PLU, il ne faut pas que cette zone soit ouverte à l'urbanisation. Ça, c'est vraiment important dans l'élaboration. Et voilà, c'est de la conformité et d'autant plus qu'il vaut servitude d'utilité publique. Donc là, le PLU n'a aucune marge de manœuvre et ne peut pas s'en écarter. Voilà, tu avais autre chose? Non, je prends un tour en reparler après, mais c'est bien, je sais pas. Okay. Donc vous aurez, vous aurez le schéma. On pourra en rediscuter après pendant le temps d'échange. Mais c'est bien de nous, en fait, quand on a travaillé sur le sujet, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tant que ça de schémas vraiment qui mettaient en parallèle à la fois les documents de planification en matière d'eau et les documents d'urbanisme. Alors que dans le code de l'urbanisme, ils vont vous dire le schéma de cohérence territoriale doit être compatible avec ça, PGRI, SDAG, SAGE. Donc voilà, ça permet d'avoir un peu d'avoir des flèches, même si là il y en a beaucoup, ça permet un peu de se fixer l'image en tête et de voir tous les documents qu'il faudra consulter quand on élabore un SCOT ou quand on élabore un PLU. On a donc fait ensuite un focus un peu plus précis sur l'intégration des enjeux eau dans les documents d'urbanisme, donc plus précisément sur les enjeux biodiversité et fonctionnalité des milieux aquatiques et prévention du risque d'inondation. Donc c'est vrai que tous les sujets d'assainissement, on les abordera pas là, mais je crois qu'on en parle juste. Voilà. On a fait un guide justement qui traite de l'intégration des enjeux eau et milieux aquatiques dans les documents d'urbanisme. Vous aurez tous les liens. C'est un guide qu'on a mis en accès libre sur notre site en version dématérialisée. Et là, vous avez une partie sur tout ce qui est assainissement et plutôt aspect eau souterraine également. Enfin voilà, il y a plus de thématiques traitées. Donc, très, très rapidement, comment évidemment on prend en compte d'une manière globale les questions de l'eau dans les documents d'urbanisme? Premièrement, c'est au niveau du rapport de présentation. Bien évidemment, tous les inventaires concernant l'eau et l'écologie des rivières, etc., doivent être faits. Mais là encore, ce qui va être important, c'est d'établir un véritable diagnostic
et déterminer les enjeux qui sont pour aujourd'hui et surtout pour demain, qui vont caractériser à la fois la gestion de la ressource, la biodiversité autour, les milieux, etc., etc. Et pour cela, on aime bien dire, nous, qu'il faut à la fois analyser et quantifier les évolutions passées pour pouvoir mieux se projeter dans l'avenir. Et non pas faire uniquement un état statique en disant, ben voilà, c'est comme ça, etc. Non, comment le milieu a évolué dans les années précédentes et quels sont les enjeux qu'il y a pour le futur. Deuxièmement, ben voilà, c'est au niveau du projet. Au niveau du projet de territoire. C'est-à-dire faire de l'eau. Alors, beaucoup de territoires, de communes ont cette question de l'eau comme un élément de valorisation de son territoire. Et donc, qui peut être mis en termes de protection et de développement au niveau de son projet. Mais ce qui est important, c'est de voir sur l'impact des différentes thématiques d'aménagement et d'urbanisme, que ce soit l'artificialisation, que ce soit les déplacements, les routes, etc., va avoir sur l'eau. Et ça, il faut cartographier les enjeux. Alors nous, on dit que ce n'est pas la peine de cartographier un milieu qui est protégé de toutes parts. Il faut essayer de cartographier et de fixer des objectifs là où ça fait mal, là où ça frotte, là où il y a véritablement des problèmes entre le développement urbain et la gestion de la ressource. Et puis bien évidemment, et vous le verrez dans le guide, parce que bien entendu, il y a beaucoup d'exemples, mais surtout de montrer que les orientations et les prescriptions doivent être volontaristes, doivent être véritablement prescriptives de telle manière à ce que les autres documents, le PLU, le PLUI notamment, puissent véritablement s'en servir et donc ne pas hésiter sur les orientations à prendre. Et puis dernier point, nul territoire n'est une île. On est toujours rattaché à d'autres territoires. Et il y a bien d'autres territoires qui font des choses aussi très bien, dont on peut évidemment ne pas hésiter à s'inspirer. On vous a mis quelques ressources documentaires, on va dire, pour à ne pas hésiter à consulter en matière d'intégration de l'eau dans les documents d'urbanisme. Donc, vous avez tous les documents supérieurs au niveau hiérarchique qu'on a vu juste avant avec le schéma, donc SDAGE, PGRI, SRADET, etc. Et ensuite, vous avez tous les acteurs qui travaillent dans le domaine de l'eau, donc les collectivités territoriales, régions, départements, voilà, les services de l'État, notamment les services de l'ADREAL, de l'Agence française pour la biodiversité, l'Agence de l'eau, évidemment, et tous leurs sites. Il y a énormément de ressources documentaires sur leur site, cartographiques, voilà, c'est vraiment essentiel. Et bien sûr, au niveau local, ne pas hésiter à consulter les associations de protection de l'environnement, les associations de riverains, les comités de quartier, qui ont une expertise du territoire, qui ont aussi des souvenirs pour des gens qui sont là depuis longtemps et donc qui vont avoir, qui auront des connaissances et des apports pour faire un projet de territoire vraiment concerté. Et donc, là, on vous a mis notre guide en exemple, mais vous pourrez regarder plus en détail. Je m'aperçois que dans les explications précédentes, on a très peu, même pas parlé du SRADET. Ouais. Alors, bon, c'est quand même un document extrêmement important qui vient d'être approuvé en PACA et qui se compose, lui aussi, si vous voulez, de deux documents principaux. Un qui est le rapport d'objectifs, c'est-à-dire l'ensemble des objectifs quantitatifs et qualitatifs qui sont fixés au niveau de la région, par exemple en termes de développement urbain, en termes de croissance démographique, etc.
mais aussi pour la gestion des milieux. Et puis ensuite, ben, un corps de règles qui est quand même extrêmement intéressant et qui, lui, en effet, doit, comment dire, les SCOT doivent plus que s'en inspirer, mais vraiment être compatibles avec ces règles un peu prescriptives telles qu'elles sont données au niveau du SRADET. C'est un document régional qui va être apparemment décliné au niveau de grands territoires de la région et auquel, là, les collectivités qui ont déjà participé, qui ont déjà participé pourront également participer de manière plus active pour voir sa déclinaison au niveau territorial. Ouais. Dans l'élaboration des futurs SCOT, ce sera aussi donc un document, le SRADET, à consulter, hein, puisque le SCOT devrait être compatible avec le SRADET. On va zoomer un petit peu plus sur vraiment des exemples de mesures pour intégrer la biodiversité et les milieux aquatiques dans les documents d'urbanisme. Ensuite, on aura un petit peu dans la même dynamique l'intégration des enjeux risques inondation dans les documents d'urbanisme. On n'a pas trop détaillé voilà, on avait une session un peu courte ce matin et on voulait laisser du temps s'il y avait des questions et des échanges. Mais voilà, n'hésitez pas ensuite à nous poser vos questions et puis à aller regarder le guide qu'on a fait où c'est détaillé dedans ou dans d'autres ressources sur le site de l'Agence de l'eau ou le site du SDAGE Rhône-Méditerranée. Alors, sur l'enjeu, trame verte et bleue, en fait, parce que c'est la trame bleue, tout ce qui est préservation des milieux aquatiques et de la biodiversité. On peut déjà le protéger en tant que tel pour ce que c'est, hein, et il y a aussi un intérêt à le préserver parce que ça va nous rendre des services, nous, en tant qu'humains, et donc autant les prendre en compte dans notre projet de territoire et d'aménagement du territoire. Donc, notamment la préservation des milieux aquatiques, ça va permettre d'atteindre un bon état des masses d'eau, puisque des milieux aquatiques en bonne santé vont jouer un rôle de filtration, de purification de l'eau, de certains polluants. Ils vont forcément jouer un rôle dans l'atténuation des risques liés au changement climatique, donc risque inondation ou au contraire sécheresse. Ils vont améliorer le cadre de vie des populations si on arrive à intégrer l'eau et justement l'un des élus parlait de mobilité douce et d'aménagement des berges, etc. Ça permet de rendre un cadre de vie plus agréable. Donc nous, on a identifié là trois enjeux sur les continuités écologiques, l'ensemble des milieux aquatiques et plus précisément les zones humides. Alors, concernant les continuités écologiques en tant que telles, donc elles vont être constituées de réservoirs de biodiversité. Donc, c'est des zones riches en biodiversité qui sont des zones refuges ou des zones d'alimentation pour les espèces. Et il faut prendre en compte également les corridors écologiques. Et là, c'est la connexion entre tous ces réservoirs de biodiversité. Ça veut dire que l'intérêt de la trame bleue, qui est identifiée dans le SRADET aujourd'hui, et anciennement le schéma régional de cohérence écologique, c'est de se dire qu'il n'y a pas de rupture pour la biodiversité sur le territoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle au déplacement de la faune sur le territoire, donc que ce soit au milieu aquatique pour la trame bleue, mais également pour la trame verte. Ça va être avoir des linéaires de haies, par exemple, des berges qui ne sont pas complètement artificialisées, etc. Donc, c'est une zone riche en biodiversité, donc un réservoir de biodiversité, mais qui est complètement entouré d'un secteur imperméabilisé où il ne peut y avoir aucune circulation des espèces. On perd complètement l'intérêt de la trame bleue. Donc là, c'est vraiment la connexion entre tous ces réservoirs de biodiversité qui est essentielle. Alors, super. Oui. C'est valable aujourd'hui, parce qu'en effet, un réservoir sans possibilité de circulation à l'extérieur, il va mourir sur lui-même, mais c'est surtout valable dans le cadre du réchauffement climatique. C'est que les espèces vont migrer, nous, comme les humains,
les espèces vont migrer. Et elles vont migrer à partir de corridors. Si elles n'ont pas les espaces qui leur permettent de bouger d'un endroit à un autre et d'aller s'installer plus ou moins, eh bien, on va avoir une perte de biodiversité qui va être encore bien plus accélérée. Donc, les corridors, c'est le, comment dire, je vous ai dit tout à l'heure, hein, le réservoir, souvent, il est bien protégé, il est sanctuarisé, mais là où on a des véritables problèmes, c'est sur les corridors. Souvent, on appelle ça les coupures vertes, etc. Donc, beaucoup d'attention sur les corridors. Ce qu'on va entendre par milieu aquatique, donc milieu aquatique, c'est très varié. Donc, ça va être tous les cours d'eau, les plans d'eau. Dans notre région, on en a beaucoup, c'est les chevelus. Il faut aussi prendre en compte les cours d'eau qui sont, ça, notamment pour les chevelus, qui sont à sec une certaine partie de l'année. Mais pour autant qui vont être humides en dessous, donc notamment les zones humides, mais tout ce qui est canaux, etc., c'est également à prendre en compte parce que l'eau circule sur ces espaces. Et bon, on l'a vu juste avant, mais donc c'est des lieux multifonctionnels qui sont essentiels à préserver, y compris pour améliorer, notre vie au quotidien sur un territoire. Concernant les zones humides, donc il y a une définition officielle qui est issue de la loi et également des décisions de justice. Donc ça va être tout ce qui est marais, prairies humides, etc. Et elles fournissent sur nos territoires des services écosystémiques donc, qui sont essentiels. Elles sont en tant que telles pour la biodiversité, c'est des lieux de refuge très importants et très riches, en général concentrés sur des petits espaces. Mais elles ont par ailleurs un rôle d'épuration de l'eau, de régulation des eaux, hein, notamment en période de sécheresse, ou à l'inverse d'absorption des eaux en période de forte pluie. Donc ça va réduire le risque d'inondation. Elles jouent également un rôle de stockage de carbone. Donc elles sont vraiment essentielles et donc bien identifier les zones humides sur le territoire, préserver les zones humides en tant que telles et préserver le réseau souterrain finalement qui permet également la zone humide de fonctionner. C'est essentiel. Là, vous avez pareil beaucoup de ressources cartographiques, etc. En ligne pour préserver les zones humides. Bon, forcément, dans un document d'urbanisme, ce qui sera intéressant au sein du SCOT, ça va être de poser un objectif général de préservation des zones humides et donc de ne pas ouvrir à l'urbanisation les zones humides. Au sein du PLU, ce qui sera intéressant, je ne sais plus si on met après, voilà. Donc ça va être une fois que ces zones humides sont bien identifiées dans le rapport de présentation, de fixer cet objectif de préservation dans le PADD. Et ensuite, au niveau d'un PLU, ça va être par exemple une zone humide ou un espace identifié comme un corridor écologique, donc tout ce qui est trame bleue, ou un réservoir de biodiversité. Ça va être d'appliquer un zonage protecteur, donc zonage N par exemple, zone naturelle, qui sera inconstructible, ou un classement en espace boisé classé. C'est possible de classer des ripisylves, par exemple, en berge de cours d'eau pour éviter, pareil, leur destruction et pour encadrer un peu plus l'urbanisation de ces espaces qui sont très importants pour la biodiversité. Ah oui. Non, on n'a pas le temps là. On verra ça dans le débat tout à l'heure. Bon, donc on vous a mis en dessous la partie à consulter sur cet enjeu-là dans le guide au Urba. On fait un peu la promo de notre guide parce qu'on a beaucoup travaillé dessus, mais il y a plein d'autres ressources sur le site de l'Agence de l'eau, etc. On va conclure sur l'intégration du risque d'inondation et de la vulnérabilité donc des territoires dans les documents d'urbanisme. Donc, je laisse Pierre présenter. Donc, pour ce deuxième enjeu, donc, qui est le risque d'inondation, on a juste un petit rappel de qu'est-ce qu'on entend par risque naturel. Donc, c'est la
la conjonction en fait, d'un aléa naturel, donc en l'occurrence ici d'une inondation, d'un cours d'eau qui déborde de son lit, et d'un enjeu. Donc c'est un enjeu, c'est ce qui est menacé, ça peut être les populations humaines comme des biens matériels, des emplois. Et donc c'est le fait qu'on ait à un même endroit une inondation et des enjeux humains qui fait qu'on ait un risque naturel. Et donc l'intérêt des politiques d'urbanisation, ça va être de réduire la vulnérabilité des territoires, c'est-à-dire de réduire les potentiels dommages que peut avoir une inondation sur les populations et sur les biens matériels. Et donc là, nous, on a soulevé deux sous-enjeux, à la fois un premier qui est de préserver les zones d'expansion des crues et les capacités d'écoulement sur le bassin versant, et un deuxième enjeu qui est de mieux gérer les eaux pluviales et le risque de ruissellement. Pour l'enjeu, qu'est-ce que c'est une zone d'expansion des crues? C'est en fait un espace naturel ou aménagé, ça peut être par exemple des espaces agricoles, où on va avoir en fait pas ou peu d'enjeux humains et où on va pouvoir laisser les eaux se répandre lors d'une inondation. Et donc, ça va permettre donc d'allonger les durées d'écoulement et de réduire l'intensité des inondations en aval. Et donc, de prévenir d'une certaine manière finalement le risque d'inondation. Et donc, pour ce qui concerne le deuxième enjeu, qui est de mieux gérer les eaux pluviales et le risque de ruissellement, le fait est que l'urbanisation du territoire est très souvent accompagnée d'une imperméabilisation des sols. Et cette imperméabilisation des sols va accentuer en fait le ruissellement des eaux pluviales et accentuer le risque d'inondation aussi. Et aussi, parfois aussi accentuer les pollutions des eaux, des rivières. Et donc voilà, pour préciser, donc l'intérêt dans les documents d'urbanisme, ça va être de maîtriser l'urbanisation, donc notamment en préservant les zones d'expansion des crues et en limitant l'imperméabilisation des sols. Et donc pareil, là on listait quelques enjeux à mettre dans les différentes parties des documents d'urbanisme. Donc pareil, dans le rapport de présentation, ça va être de faire un travail d'inventaire des zones à enjeu, donc des cours d'eau, des zones d'invocation d'expansion des crues, des zones où le ruissellement va se concentrer, par exemple. Ensuite, l'intérêt dans le PADD, c'est vraiment de fixer des objectifs précis pour préservation ou restauration des ZEC, ou des objectifs qui vont vraiment limiter, des objectifs chiffrés, par exemple, qui vont limiter l'imperméabilisation du sol. Et donc après, dans les documents prescriptifs, on peut, dans les documents prescriptifs du PLU, notamment, voilà, encore une fois, mettre un zonage de protection pour les zones d'expansion des crues, par exemple. Un zonage différent selon les typologies de la zone, que ce soit une zone naturelle ou une zone agricole ou une zone boisée, par exemple. Et sachant qu'il y a le PPRI à intégrer complètement dans ces documents. Donc, nous sommes à la conclusion de cette intervention. Simplement, pour vous dire que les enjeux relatifs à l'eau sont extrêmement contraints, dépendants des politiques d'urbanisation et d'occupation des sols. Je crois qu'on vous l'a bien montré pendant tout ce temps-là. L'eau, c'est une ressource vitale, et donc, dans le projet de territoire, eh bien, elle doit avoir, l'eau, les milieux aquatiques, bien sûr, doit avoir une place très importante, primordiale, parce qu'il en va à la fois des questions de santé de paysage, de la vie même, de qualité de vie des gens. Pour terminer, juste un petit mot pour vous dire que dans le guide dont on a parlé, on fait part aussi d'une expérience que nous avons eue à FNE avec la communauté de communes du Pays d'Apt, qui a réalisé son SCOT et auquel nous avons participé. Donc, ça renvoie à la première diapo sur
sur la gouvernance et la nécessité de participation. Et je crois que enfin, vous verrez avec vos collègues d'APT, si vous avez l'occasion de leur en parler, que cette participation et cette concertation a été extrêmement utile pour tout le monde, parce que c'était un regard supplémentaire qui était porté, plus proche peut-être celui des citoyens, moins, évidemment peut-être moins technique que celui de l'agence de l'eau ou des techniciens, mais je crois que le territoire en a beaucoup profité. Et nombre d'exemples que nous vous avons donnés qui sont dans le guide, vous les retrouverez et viennent aussi de cette expérience de Scott Dapt. Merci à tous.